fonctionnalisation par des contrôles et pour s'assurer que alors que nous avons des... Les pères spirituels sont là. Je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques, hommes et femmes, mettent de l'eau dans leur vin et pour qu'on aille de l'avant. Et sinon, deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je vous ai répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ce genre de bêtises. Je n'ai pas mis le peuple dans la rue. Aujourd'hui, je mettais le peuple dans la rue. Tous. Aujourd'hui, le peuple congolais sera dans la rue. Si les gens s'amusent, vous allez voir ce que vous allez voir. Si les gens s'amusent aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne suis plus là pour dire, ah oui, qu'on vient de dire, partout où je vais à l'étranger, Monsieur Fayulu, vraiment merci beaucoup, merci pour votre lutte pacifique. Vous n'avez pas demandé au peuple de descendre dans la rue. Cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que les... Parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement. Et si les gens disent que voilà, nous allons passer par la force, bon, mais voilà, on va mettre sur la table des rapports de force. Merci. Madame, si nous étions une démocratie caractérisée par un clivage entre une majorité et une minorité, on sait que les autres ont la légitimité pour gérer, parce qu'ils sont majoritaires, et les autres ont la légitimité pour apporter l'opposition, la contradiction, les contextes seraient différents et les discussions pourraient être formelles et au sein des institutions. C'est pas ça l'équilibrage entre des légitimités différentes. L'équilibrage se dit par des gens illégitimes qui s'imposent à la vie du pays, d'autres par le peuple lui-même organisé par nous comme résistance. Et donc le peuple va faire toutes les pressions, y compris ceux qui sont ici, à savoir les forces vives de la nation. Nous ferons toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec que celui-ci tranche. Il s'agit de la guerre d'un peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre eux et nous. Ce serait nous faire honneur. Nous sommes trop petits pour que nous incarnons cette aspiration, ce peuple-là. Il veut le changement. Voilà le clivage. Et quelques-uns pas le changement. Donc nous demandons au peuple de porter très haut, très fort ces revendications. Et pour cela, il sera soudé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comment ça va se passer avec la CENI? Et aussi, pour donner la place à une autre personne, c'est problématique et en termes de comment ça va se passer et quelle serait l'efficacité de cette mesure-là pour obtenir des... Madame Francine, elle est dans les poches des gens. La CENI aujourd'hui est pléthorique, plus pléthorique que ce que nous nous proposons. Aujourd'hui, les bureaux, regardez les bureaux du président, les cabinets du président, combien de membres? Les cabinets des membres du bureau, combien de membres? C'est pléthorique. Mais là, nous prenons un cabinet qui est collégial, un bureau où les gens, peut-être, comme on dit dans les assemblées professionnelles ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le président a droit à un cabinet de 7 personnes, et ainsi de suite. Donc, nous avons un cabinet, on va réduire de plus de moitié l'effectif actuel de la CENI. Si de ça que vous parlez, la réponse est là. La configuration actuelle fait appel à peu des membres payés par la CENI. La configuration actuelle engage des réductions des coûts parce qu'on ne va pas utiliser l'argent de la CENI pour corrompre les politiciens. On ne va pas utiliser l'argent de la CENI pour s'acheter des maisons à la Gombe ou en Afrique du Sud ou à l'étranger. Non. Donc, les indemnités, ou je ne sais pas comment vous les appelez, les émoluments des membres de la CENI seront connus
de tout le monde. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de la République touche. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat touche. Nous sommes dans un pays où on dit que non, venez, qu'il faut vous me donner de l'argent pour corrompre les membres parce que je vais être le président du Sénat ou je ne sais quoi, ou membre du bureau, parce que là-bas, je vais toucher 50 000 $ par mois. 50 000 $. Vous avez vu dans quelle institution au monde, aujourd'hui, même dans le pays le plus riche du monde, où l'animateur principal touche 50 000 $. Ça existe. Donc, vous pouvez déjà réduire les coûts à partir de ces moments, à partir de ces niveaux. Qu'est-ce qui est alloué à chaque membre? Il est là, il va, il dit que je vais vivre correctement, j'ai besoin d'aller au bureau et de travailler, j'ai, comment dire, la garantie, l'assurance médicale, et ainsi de suite. Mais on ne va pas là-bas pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, allez faire du commerce, créer des entreprises, faites des startups. Donc, pour ça, à ce niveau-là, notre proposition a tenu compte des réductions des coûts. Dernière question, le 3 week, en Suisse, la présidence est rotative. Et dans beaucoup de pays, dans des organisations internationales, mais si les choses sont faites correctement, où tout le monde participe, où il y a check and balance, les gens voient ce qui se passe. Vous prenez une décision collégialement. C'est juste comme si vous venez, vous mettez quelqu'un pour présider les réunions. Ce monsieur ou cette dame, c'est juste pour présider et tout se passe correctement. Donc, apprenons aussi à ces deux parties de nos idées faites. Je me rappelle, dans ma société où je travaillais, et quand c'est arrivé, il y a plus de... Ce moment, cette affaire est arrivée il y a plus de 20 ans, on disait qu'on voulait fonctionnaliser. Aux États-Unis, en Europe, c'était déjà fonctionnalisé, mais les Africains disaient, ah non, nous ici, il faut avoir un directeur général. Mais directeur général, pourquoi? On dit que vous êtes responsable d'un produit. Donc, il faut qu'on rentre dans le monde moderne. On ne va pas dire que voilà votre question, ici chez nous. Mais ici chez nous, on parle depuis 1960 de bien à marcher. Et cette fois-ci, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Merci. Préalable des élections. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est le recensement. Quand j'étais étudiant, je travaillais de temps en temps, j'allais à l'INSEE, l'Institut national des études statistiques économiques. Vous savez faire le recensement. Est-ce que vous avez aujourd'hui les capacités? On dit qu'on a le niveau. Emmanuel, est-ce que vous vous rappelez que la semaine du 19 au 26 janvier 2015, j'ai conduit une manifestation ici. Et on s'est retrouvé à la résidence de l'ambassadeur de France, où tous les ambassadeurs étaient là, y compris celui des États-Unis, pour nous dire arrêtez la population. Parce que la population a dit non, le recensement ne peut pas constituer un préalable pour les élections. J'entends des gens dire qu'on peut faire le recensement dans un an. Qui vous dit ça dans un pays de plus de 2 300 000 km², dans un pays où vous avez l'insécurité? Comment vous allez aller recenser les gens à Rutshuru? Comment vous allez aller recenser les gens dans certaines contrées de l'Ituri? Et vous allez recenser qui? Dites-moi, Emmanuel, qu'est-ce que vous aurez au niveau du recensement, l'élément essentiel, que vous n'avez pas avec l'enrôlement des électeurs? Quel est le plus que le recensement va donner? On dit qu'on va savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais le recensement, qu'est-ce qui fera que vous sachiez, vous appréhendez tout le monde qui vient et vous dites qu'il est congolais? Et que vous ne pourrez pas, cette technique-là, l'adapter pour l'enrôlement des électeurs. L'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies ici, Martin Kobler, disait que, je dis, nous, communauté internationale, si nous avons quelque chose à léguer à ces peuples ici, d'abord un bon fichier électoral. Je mets quiconque au défi qui me dise qu'il est capable, ici au Congo,
de faire un bon recensement en moins de 5 ans. Et qui comprend des faits. Quel est l'Institut national de la statistique, le ministère du Plan? Est-ce qu'ils ont des techniciens? Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui des gens capables pour larguer sur toute l'étendue de la République, faire les recensements, c'est-à-dire compter les gens de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années, compter tout le monde. Et quand vous avez terminé les recensements, qu'est-ce que vous faites? Parce que les recensements, dans le pays, comme pays africains comme la Côte d'Ivoire, on fait les recensements, ils ont des cartes d'identité. Mais après la carte d'identité, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez vous inscrire sur les listes électorales, dans l'enrôlement. Et maintenant, Madame, tout à l'heure, Efrazi avait parlé des finances. Les recensements vont vous coûter combien? Combien de millions? Combien de milliards? Le recensement. Non, je crois que c'était une fuite en avant. Nous étions tous avec ceux qui, aujourd'hui, réclament les recensements parce qu'ils veulent glisser. Et nous avons manifesté, et je le répète, la semaine du 19 au 26 janvier 2015 pour dire qu'il est nullement question d'imposer comme préalable aux élections les recensements. Et d'ailleurs, heureusement, c'est le président Kengo Odondo, qui était président du Sénat, qui a calmé la population. Et j'ai dit non, que le peuple congolais comprenne aujourd'hui que le recensement, nous avons besoin de recensement parce qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais nous devons avoir d'abord un gouvernement légitime, des institutions légitimes avec des animateurs légitimes. Mais j'ai posé la question à mes compatriotes, à nos compatriotes de l'Est. Mais aucun compatriote de l'Est ne veut le recensement. Vous avez toute la bande là-bas, les Burundais, les Ougandais, les Rwandais vont venir se faire enregistrer. Ils ont une carte d'identité, ils sont congolais. Comment vous allez réparer ça? Il y a une complicité aujourd'hui connue entre les dirigeants ici et les gens de ces pays-là. Nous voulons rester en bon voisinage, mais nous voulons ne pas créer des situations parce que vous voulez glisser. Et non, ça, on n'acceptera pas ça. Merci. L'état des droits. Moi, j'ai des origines politiques. Je suis né dans un parti comme l'UDPS, à savoir les Palos. Nous avons lutté pour un état de droit. Pour mettre sur la même balance la problématique du recensement et la problématique de la date constitutionnelle des élections prochaines. Parce que le glissement, c'est la violation de la loi. On peut dire que les autres ont glissé, pourquoi pas nous faire? Pourquoi pas vous? Parce que vous avez défendu l'état des droits. Et nous, avec le peuple, nous n'acceptons plus ces glissements. Parce que les glissements égarent l'auto-droit de notre mandat. Après, c'est lui qui vient de la violation de la Constitution. Nous n'accepterons pas. Maintenant, qu'ils le disent cela, très bien, prenons par hypothèse diabolique et qu'on accepte ça. Mais ils ne nous disent pas, ça prendra combien de temps, combien ça coûte, est-ce qu'ils en ont des moyens et ça partira des temps. Ils n'ont pas réfléchi à cela. Ils auraient pu venir avec des propositions pour montrer les avantages et les inconvénients des élections comparées à celles de l'enrôlement, ou plus ou moins de compléments pour améliorer le fichier électoral. Donc, c'est irresponsable. Ça montre que nous ne sommes pas sérieux comme peuple, et je suis désolé, heureusement qu'il s'agit d'un parti politique, pas d'un peuple. Clé suivante. D'abord, la dépolitisation de la CENI. J'ai dit, et puis l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie en ces moments des forces politiques dans le pays. Et nous voulons de la société civile. Pas seulement 3 membres de la société civile. C'est
à la portion congrue, et nous voulons, dans cette réforme, voir FEUD et quelles les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez le bureau, et nous devons redéfinir comment éclater certains autres points, comme le rapporteur. Pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être politique? Pourquoi les questeurs de certains membres de la CENI? Nous devons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national en 3 secrétariats. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui de la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser par des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons une financière de la CENI. Nous voulons rendre effectif si ce qui devait être fait, ce qui est dit qui devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ces partenaires, cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Venez fabriquer des chiffres comme vous voulez, et puis vous parvenez dans le pays, et vous avez encore les kilos de parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement. Ils vont aussi garantir le droit à la sécurité sociale au personnel de la CENI. Les personnels de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant retranscrit dans un organigramme. Nous avons 2 structures. La première, c'est la plénière. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 13 membres. Nous disons 23 membres. Comment? Nous avons une plénière. Vous avez 8 délégués des confessions religieuses. Ça, c'est un pays très religieux, spirituel. Et 99% des Congolais, plus que 99%, sont des croyants. Ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais, qui est en crise aujourd'hui, vous voyez déjà 95% des Sénégalais sont musulmans, peut-être moins de 5% catholiques. Le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir au départ un président qui était sévère, Léopold Sédar Senghor, catholique de surcroît. Donc ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons désigner. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, 8, vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est les mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, 1 délégué. L'ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, 2 délégués, et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16, et ces 16-là composent les bureaux. Voilà, et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien,
il est recruté sur concours, appelle la candidature, et puis on le recrute. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, 6 délégués des forces politiques. Et on vous dira plus tard comment ces 6 délégués vont venir. Après, on peut monter les tableaux hauts pour que les gens qui sont de l'autre côté voient, juste monter un peu plus, viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. Les forces politiques vont avoir chacun 2 membres. Les forces politiques, on va les choisir comment? Il faut aller. Nous avons des élections. Ces élections se sont passées comme elles se sont passées. Il y a eu des gens qui ont fabriqué des chiffres. Que vous preniez les chiffres, les résultats qui sont sortis du serveur de la CENI, que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga, que vous preniez les résultats sortis par nous, la MECA, il y a eu 3 forces politiques. Ce premier, ça peut constituer la référence que chacun, par derrière de lui, envoie 2 délégués au sein de la plénière